j'appelle du coup Nathalie à me rejoindre et puis aux autres intervenants de cette première session dédiée aux modalités d'évaluation du bien-être animal, parce qu'on a donc tout un tas de questions à vous poser et on va essayer de faire ça dans le cadre d'un petit quart d'heure qui arrive. Alors, Alors beaucoup de Nathalie, quelles questions seraient les premières questions? beaucoup de questions pour Laurence. Alors, beaucoup de questions qui ont concerné le coût, on va dire, de ces solutions. En fait, il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que c'est réellement utilisable, l'imagerie 3D en élevage, en fait? Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça coûte aujourd'hui ces technologies et comment on peut imaginer une rentabilité de ce type de solution, en fait? Alors, moi, je suis convaincue que ça pourrait être utilisé en élevage. Les caméras 3D, c'est autour. Alors, il y a de tout prix, il y a tout prix, toute précision, mais on peut en trouver autour de 200 €. Donc, ce qui est très abordable. Après, il faut ajouter à cela, comme je l'ai dit, tout ce qui est toute la recherche en fait et la création des algorithmes pour le traitement des images. Donc, le prix peut être être plus élevé que ça. L'idée de l'imagerie 3D, c'est que c'est quand même facilement applicable si on a une ou deux caméras. Pour la note d'état corporel, par exemple, on n'envisage pas de prendre l'animal en entier en élevage. Ça, c'est vraiment à des fins de recherche pour trouver tous les indicateurs possibles. Mais une fois qu'on a trouvé quelque chose au niveau de la recherche, on imagine, en tout cas, moi, j'imagine aussi utiliser un seul capteur en élevage pour prendre par exemple le dos de l'animal ou cibler une autre partie, qui peut être le flanc ou autre. Et c'est comme ça que ça devient beaucoup plus abordable et utilisable en élevage. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les parties de la question. Oui, oui, je pense. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions à chaque fois. Hein. Considérez qu'à chaque fois, on a une question sur le coût des solutions qui sont présentées. Donc, n'hésitez pas à donner des informations lors de vos interventions. On a également une question qui a été posée par Clément Alain et qui pourrait s'adresser en fait à vous trois sur la robustesse de ces outils, et c'est des questions qui reviennent beaucoup sur aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'estimer en fait la robustesse de ces outils, parce que voilà, ce que dit Clément Alain là, c'est a priori on peut à peu près tout faire avec la technique, mais est-ce qu'on a des référentiels pour savoir si on peut, combien de temps un animal doit dormir, manger, combien, voilà. La question des référentiels, sur quoi on se base pour juger de la robustesse des outils. Peut-être Dorothée? Oui, alors ce qui est pratique avec les objets connectés, c'est qu'il y a toujours un étalonnage sur l'individu lui-même. Du coup, l'individu qui a son propre rythme, s'il sort de son rythme, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une alerte. Donc, même si on n'a pas une référentielle, parce qu'on sait bien que c'est très individu dépendant, les rythmes d'activité, etc. Donc, l'étalonnage sur l'individu qui est son propre témoin, c'est la force aussi de ces capteurs. Et après, on trouve les références des budgétants dans la littérature. Et notamment, il y a des travaux qui ont été faits par Isabelle Vessier là-dessus, en 2004, qu'on peut retrouver. Et il y a aussi des travaux qui ont été publiés par Grant en 2007 sur le budget temps ou l'emploi du temps, comme a utilisé Marie, ce qui est un terme aussi intéressant, des bovins. Donc, une référence. Donc, on a des grandes idées, hein, le temps passé à être couché, le temps passé à ruminer, le temps passé, tout ça, on est capable de les retrouver parce que les comportementalistes les ont publiés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on évalue l'activité d'un individu et que c'est par rapport à son activité que va être déclenchée l'alerte, ça devient intéressant du coup, puisque on prend en compte la variabilité individuelle. Oui, et Isabelle Vessier, là, je me permets de confirmer, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui font varier le temps passé dans les activités. Même le temps passé couché, parfois,
dans certains cas, il n'est pas révélateur d'un confort parce qu'on a vu par exemple avec des logettes mal conçues, les animaux passent plus de temps couchés parce qu'ils n'arrivent pas à se relever des logettes. Donc, il faut regarder un peu toutes les activités, voir comment ça varie, essayer de comprendre ce qu'on observe. Certes, il y a des grandes lignes, mais souvent, comme l'a dit Dorothée, ce qui est intéressant, c'est de faire du monitoring pour voir quand est-ce qu'on a des décrochés, quoi. Merci. Puis je crois qu'il y a d'autres commentaires aussi qui évoquaient des rapports de domination entre animaux qui peuvent expliquer certains comportements, entre guillemets, qualifiés de déviants d'un individu en particulier et qui peuvent du coup s'interpréter peut-être tout simplement par une concurrence par rapport à d'autres certains éléments de bien-être, équipements de bien-être qui peuvent exister. Et une vache, du coup, qui serait un peu plus dominée, par exemple, peut être mise au repos, entre guillemets, ou allongée, sans forcément que ce soit un véritable problème, on va dire, d'ordre récurrent ou en tout cas permanent. Peut-être, Marie, justement, sur cette question du paramétrage des outils, il y a plusieurs questions sur la façon dont l'objet connecté que vous avez présenté concrètement a été vérifié, contrôlé, labellisé, en tout cas considéré comme pertinent. Est-ce que vous aurez quelques éléments de réponse là-dessus? Donc alors, donc les comportements détectés par l'accéléromètre, ils ont été mis en place grâce à des données de référence qui sont issues de l'INRA, tout simplement. Donc c'est suite à 2 protocoles qui ont été mis en place sur 2 années différentes. Et donc on a observé en fait le comportement de vaches et de génisses au pâturage et en bâtiment. Et ça nous a permis de mettre en place ces détections-là de comportement. Et pour les seuils, donc ça dépend des services de FarmLife. Pour le TimeLive, en effet, on essaye d'avoir des seuils qui aient comme référence le troupeau déjà, puisque on sait qu'il y a une différence importante entre chaque élevage, chaque conduite de troupeau, et donc avoir une référence au troupeau, ça permet d'adapter le service à chaque élevage. Et également, on a des seuils paramétrables qui sont donc paramétrés soit par les éleveurs, soit par les conseillers, afin d'avoir des alertes pertinentes et ne pas avoir trop d'alertes non plus ou pas assez d'alertes parce que les seuils seraient trop larges. Et je reviens sur un point que vous avez évoqué, notamment, j'ai vu, je crois, passer une question sur comment on fait pour aborder le cycle de l'animal de jour en jour, comme Dorothée l'a montré. Et ça, c'est quelque chose qui est pris en compte également dans FarmLife, puisqu'on prend des moyennes sur plusieurs jours de comportement, ce qui nous permet en fait de lisser ce comportement et donc d'éviter d'avoir des détections de comportement anormal alors que c'est juste que la vache est dans un cycle bas ou etc. Voilà. Ouais, puis il y a un autre commentaire là, d'un participant qui pose la question de l'animal ou du troupeau qui s'habitue à de mauvaises conditions et dont les comportements pourraient à nouveau s'assimiler à un comportement normal alors qu'il est dans de mauvaises conditions. Donc cette question de la mise à jour des référentiels et de l'interprétation des résultats semble centrale. Et Dorothée veut justement dire quelque chose. Oui, merci beaucoup. Et bien justement, on a dit quoi en introduction? C'est que les objets connectés, c'était pas fait pour remplacer l'homme, hein, et que les objets connectés pouvaient certes alerter, mais qu'à ce moment-là, hein, les objets numériques, ils vont dire à l'éleveur, viens donc faire un tour dans ton élevage, parce que ce n'est pas acceptable de laisser des animaux dans un état de mal-être et parce que l'œil de l'objet ne l'a pas vu, mais que l'œil humain aurait pu le voir. Donc attention à cet intérêt. L'objet connecté est complémentaire de l'observation humaine. Soit c'est l'objet qui commence à dire ça va pas, soit c'est l'homme qui dit ça va pas. Donc il faut vraiment aller en élevage et continuer à regarder ces animaux, surtout poursuivre. Justement, le temps laissé par l'objet doit augmenter le temps à l'éleveur de pouvoir augmenter ses visites et ses promenades dans la stabulation et en pâturage. Merci Dorothée. Et Nathalie, justement, il y avait d'autres questions pour Dorothée sur un mot que je n'ai pas compris, moi, qui est le thermolobus. Thermolobus. Thermobolus, oui. Oui, Thermobolus. en plus. Comme quoi, il faut vraiment l'expliquer. Donc, il y a eu différentes questions plutôt sur est-ce que c'est réservé vraiment à l'expérimentation ou est-ce que c'est réellement utilisé pour l'évaluation au quotidien, on va dire. Et puis aussi sur le côté intrusif.
du thermobolus, mais je vais y arriver. Et est-ce que c'est pas contraire finalement au bien-être animal que d'utiliser ce type de choses? Très bien. Je vous propose d'être en duo dans la réponse avec Marie, parce que je pense qu'elle va, étant donné que le thermobolus a été notamment développé par Neomedria. Donc moi, je vais vous parler en termes d'utilisatrices et utilisatrices au niveau de la recherche. Donc, et simplement celle-ci, parce qu'au niveau de l'élevage, peut-être Marie pourra nous dire comment il le développe. Et donc, au niveau de la recherche, nous, on les utilise pour pouvoir suivre des plages de température tout au long d'une journée, et notamment pour suivre l'évolution clinique des bovins hospitalisés au sein des hôpitaux de Beta Grossup. Donc ça, nous, on les utilise à fin de recherche. Est-ce que ça nous donne des informations plus précoces que les examens cliniques réalisés, par exemple, par les étudiants. Donc ça nous intéresse pour ça. En termes d'intrusion, alors le bolus, le terme de bolus, ça peut faire référence aussi à à une forme galénique, donc à un support éventuellement par exemple d'un médicament qu'on pourrait faire injecter, qu'on pourrait faire avaler à un bovin. Par exemple, les oligo-éléments dans les vaches taries, on les met dans des bolus, donc ça veut dire des espèces de boudins solides, si vous voulez, qu'on leur fait ingérer, ça se passe dans le rumen, et après ça délivre cet oligo-élément. Et bien le thermobolus, c'est la même chose, sauf que le thermomètre, la sonde thermique, elle est à l'intérieur de cet élément, de cet oblet, et il est ingéré par l'animal par des voies totalement naturelles, c'est-à-dire qu'avec un lance-bolus, qui pourrait peut-être paraître un petit peu agressif, on fait avaler à ce bovin, en passant par au-dessus de la langue, ce bolus. Et le bovin, j'aurais dû vous montrer un film, ça aurait été intéressant. En fait, il mâchonne, et ça finit par arriver dans le réticulum du rumen. C'est exactement comme une forme galénique dans laquelle on peut mettre un médicament ou des oligo-éléments pour les vaches taries. C'est exactement aussi les mêmes formes galéniques la même forme qu'un aimant. Hein, les aimants sont mis aussi en élevage pour pouvoir récupérer des éventuels corps étrangers, des morceaux de pneus, etc., qui traînent et que les vaches n'arrivent pas à trier. Et ces aimants sont aussi ingérés de cette même manière avec un lance-bolus. L'éleveur est habitué et c'est quasiment systématique de mettre un aimant chez les vaches laitières. Donc, le caractère intrusif, oui, puisqu'il est avalé, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la pratique de l'éleveur, ce geste. Qu'est-ce qu'on en fait à l'abattoir, du coup? Alors, je vous ai dit que moi, je l'utilise du côté au niveau recherche, donc au niveau des. Mais bon, au niveau recherche, on a aussi des animaux qui doivent être euthanasiés, notamment. Et qu'est-ce qu'on en fait quand on fait une euthanasie dans les écoles vétérinaires aussi, on fait aussi des autopsies, ce qui permet de mieux comprendre de pourquoi l'animal est décédé. Et on le récupère dans le réticulum, donc il est bien en position dans le rumen. On le récupère et on n'en fait rien d'autre. Voilà, on ne le réutilise pas pour le bovin. Et effectivement, c'est une limite de ce capteur, c'est qu'il n'est que pour un seul bovin. Il ne fonctionne que pour un seul bovin. Il n'est utilisé que pour un seul bovin. C'est ça. Juste une question. Pardon. Non, vous pouvez continuer, c'est bon. Juste une question, parce que je vois que le temps session se termine, la session échange se termine. Juste une question aussi sur les ondes. Il y a pas mal de questions là qui nous sont remontées sur est-ce que c'est nocif toutes ces ondes en fait? Est-ce que il y a des problèmes qui peuvent affecter les animaux par rapport à l'utilisation d'ondes pour ces objets connectés? Et à l'inverse, il y a même une question qui se pose sur la sensibilité de certains objets connectés à des Wi-Fi ou d'autres capteurs situés préalablement dans l'élevage. Peut-être pour Marie? Alors, tous nos capteurs, donc le thermobolus dont a parlé Dorothée ou l'accéléromètre que je vous ai présenté, c'est des capteurs qui communiquent via la technologie LoRa. Donc cette technologie, elle permet donc oui d'avoir des messages, on va dire, de faible quantité, mais qui soient assez fréquents. Après, au niveau de la qualité des ondes et de tout ça, bon après c'est des produits qui ont été certifiés, bien sûr, dans chaque pays où on les équipe, ils ont été certifiés. Donc, faudrait demander à quelqu'un, disons, d'IoT qui peut-être s'y connaît bien dans tout ça, mais je pense que ça a été pris en compte et
Et normalement, il n'y a pas de problème avec ça. Alors après, au niveau de l'animal, en effet, on n'a pas de perturbation de l'animal, hein, forcément, on a pris en compte tout ça, mais on a une réduction du champ de communication des capteurs entre, par exemple, un thermobolus qui va être à l'intérieur de l'animal. Et donc là, toute la morphologie de l'animal va impacter forcément cette portée de communication, alors qu'un accéléromètre qui est à l'extérieur de l'animal, qui est placé au niveau du cou, aura une portée beaucoup plus grande. Donc ça peut poser quelques problèmes au niveau de la communication, mais pour les ondes, normalement, il n'y a pas de souci. Je veux Voilà. bien juste compléter dessus au niveau des élevages, enfin plutôt autour des différents capteurs. Il existe des soucis entre les ondes si on a plusieurs capteurs ou plusieurs mécanismes dans les élevages. Enfin, nous, on a déjà vu ça en station expérimentale entre différents systèmes. Il peut y avoir des soucis d'interférence, donc il faut vraiment faire attention. Enfin, il faut faire attention à ça et se renseigner avant de s'équiper. Parfait, Nathalie, on en reste là? Ça va s'arrêter là. Allez, parfait. Merci beaucoup à toutes, en l'occurrence, pour vos interventions et les réponses aux questions. Désolé encore hein, si on ne peut pas aborder toutes les questions, on essaye de regrouper ça par thème, mais continuez à en poser et on fera de notre mieux avec Nathalie et Pauline qui est en back-office pour les traiter.